C'est l'heure de Derrière l'image dans Paris Direct. Aujourd'hui, nous recevons en plateau Julia Dumont. Bonjour Julia. Bonjour. Vous êtes journaliste pour le site Info Migrants et vous revenez tout juste du Danemark. Vous vous êtes intéressé à la politique très, très ferme de ce pays du nord de l'Europe et aux conséquences de ces lois drastiques sur la vie des réfugiés dans le pays. Alors pour commencer, vous avez choisi de nous montrer cette photo qu'on va découvrir. Vous allez nous la raconter de quoi il s'agit. On la voit, on voit un ensemble de bâtiments. De quoi s'agit-il ? Oui, alors ces bâtiments, c'est le centre d'expulsion d'Avenstrup. Donc on se situe environ à 50 km à l'ouest de la capitale, Copenhague, dans une région très rurale et forestière. C'est un lieu qui est très isolé. Alors on le voit, c'est des bâtiments en briques. En fait, il s'agit d'un ancien sanatorium qui sert aujourd'hui de centre d'expulsion pour les familles et où vivent actuellement 185 personnes, dont des enfants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un centre d'expulsion, très concrètement ? Eh bien, c'est une spécificité danoise. Ça fait partie de l'arsenal danois très répressif sur l'immigration. Donc, par exemple, la différence avec les centres de rétention administrative, les CRA que nous avons en France, c'est que dans les centres d'expulsion, on ne fait pas que de l'éloignement forcé. On incite aussi au retour, ou bien on attend la régularisation de sa situation. Mais ça, c'est un cas qui est vraiment plus tard. Autre différence avec les CRA français, il n'y a pas d'enfermement limité. Je vous rappelle qu'en France, une personne peut être enfermée dans un CRA pour une durée maximale de 90 jours, sauf cas exceptionnels. Et cette durée pourrait évoluer parce que récemment, le Parlement européen a validé à la fin du mois de mars ce qu'on appelle le règlement retour, qui pourrait pousser cette durée jusqu'à 24 mois maximum. Mais au Danemark, ça n'est pas le cas. La détention dans ces centres, elle peut être illimitée et il y a des familles qui vivent ici depuis des années. Et alors, par exemple, dans le cas d'une procédure d'asile, on peut y être envoyé, par exemple, si on a été dubliné, donc c'est-à-dire si les empreintes ont été prises dans un autre pays européen, on doit alors y retourner pour y déposer sa demande d'asile. Si la demande d'asile a été refusée, donc si on est débouté, ou bien si l'on a été condamné en justice pendant la procédure. Alors, l'objectif, bien sûr, c'est que les personnes quittent le pays, quittent le Danemark, et de préférence en coopérant avec les autorités. Pour cela, 2 fois par jour, elles doivent aller pointer auprès de l'agence danoise du retour. À chaque fois, on va sensibiliser les personnes, les inciter à rentrer par elles-mêmes dans leur pays. Ça peut notamment être une incitation financière également. Et si ça ne marche pas, s'il n'y a pas coopération, eh bien, ça peut se terminer par une expulsion forcée, mais à condition que le Danemark ait des liens diplomatiques avec le pays d'origine de la personne. Parfois, ce n'est pas le cas et c'est ce qui peut donner lieu à des enfermements illimités de certaines nationalités. Et la vie dans ce type de centre, ça ressemble à quoi ? Eh bien, je vous le disais, Avenstrup, c'est un centre qui accueille des familles et parfois pendant des mois, voire des années. Donc, il faut organiser toute une vie quotidienne, en fait. Et ce centre, parfois, il a des airs de village à lui tout seul. Il y a une garderie, une école, un centre médical, un café, des salles d'activité de toutes sortes. Alors, c'est pas pour autant que la vie y est normale, bien entendu. Les adultes qui y sont enfermés n'ont pas le droit de travailler. Ils ne reçoivent pas non plus d'argent de poche. Donc, par exemple, pour cuisiner, ça se passe dans des grandes cuisines collectives. Pour avoir de la nourriture, ils doivent la commander en ligne et elle est directement livrée sur place dans le centre. En fait, selon ce que nous a dit le Danish Refugee Council, qui est un peu l'organisme de référence de défense des droits des réfugiés, l'objectif du gouvernement, c'est que la vie des personnes dans ce centre soit la plus difficile possible, sans que l'on tombe non plus dans le non-respect des droits humains. Mais on fait face à une inflexibilité qui, franchement, parfois frôle un petit peu l'absurde. On nous a rapporté, par exemple, l'histoire d'un groupe de 20 femmes qui étaient auparavant détenues dans un centre avec des conditions de vie plus difficiles, où elles n'avaient pas le droit de cuisiner. Elles recevaient des repas directement préparés. Elles ont été transférées à Avenstrup, où on a le droit de cuisiner par soi-même. Et pour être sûr que leurs conditions de vie ne s'améliorent pas par rapport à leur détention précédente, elles sont les seules aujourd'hui à recevoir des repas préparés, contrairement à tout le reste de la population du centre. Ah, quand même. Cette inflexibilité dont vous nous parlez, Julia, c'est la marque de fabrique du gouvernement danois sur l'immigration. Ça concerne également les réfugiés, souvent syriens d'ailleurs, qui vivent, eux, en règle dans le pays.
Oui, tout à fait, parce que le Danemark pratique ce qu'on appelle l'asile temporaire. Alors depuis, ça a par exemple inspiré le Royaume-Uni qui l'applique désormais. Le principe, c'est que lorsque l'on vous donne l'asile, il ne vous est accordé que pour 2 ans renouvelables. Alors à titre de comparaison, par exemple, lorsque vous obtenez le statut de réfugié en France, vous obtenez un titre de séjour de 10 ans, qui est bien entendu beaucoup plus long. Donc au Danemark, tous les 2 ans, il faut renouveler ce titre de séjour et les autorités se réservent le droit de réexaminer votre situation et éventuellement de juger que votre protection n'est plus nécessaire. Et les Syriens sont directement concernés par cette mesure, à la fois parce que c'est la dernière vague en date de réfugiés à être arrivée. La plupart sont arrivés dans le pays en 2015-2016. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 45 000 réfugiés syriens qui vivent au Danemark. Et puis par ailleurs, depuis 2021, les autorités danoises jugent que la région de Damas, la capitale syrienne, est assez sûre pour que les personnes y retournent. Et ce sentiment, ça a été conforté en décembre 2024 à la suite de la chute de régime Bachar el-Assad. Et du coup, depuis ces 2 dates, les autorités mettent vraiment plus de pression sur les réfugiés pour les pousser à retourner dans leur pays. Alors qu'on le sait, la Syrie est aujourd'hui un pays exsangue avec une économie à terre qui va mettre des années à se reconstruire et surtout les nouvelles autorités syriennes ne sont pas du tout forcément du goût de tous les réfugiés syriens. Alors quel impact ont ces mesures sur la vie de ces Syriens installés donc de longue date dans le pays ? Ça crée beaucoup d'anxiété et de stress chez eux, surtout au moment de renouveler leur permis de résidence. Ils ont bien sûr peur que ça leur soit refusé, d'autant plus que, souvenez-vous, je vous ai dit que lorsque l'on perd son droit au séjour au Danemark, eh bien, on peut être envoyé en centre d'expulsion. Et puis, il y a aussi une forme de découragement parce qu'on parle de personnes qui, après 10 ans passés au Danemark, parlent très bien le danois, ils travaillent, payent leurs impôts. Ils ont donc en quelque sorte donné toutes les preuves de leur intégration et malgré ça, on les considère encore comme des étrangers destinés à quitter le pays au plus vite. On en a notamment parlé avec une jeune femme qui s'appelle Dana Albitar, elle a 29 ans, elle est originaire de Homs en Syrie. Elle est arrivée au Danemark quelques jours seulement avant ses 18 ans. Aujourd'hui, elle parle parfaitement le danois, elle étudie la cuisine en alternance, elle a même ouvert une petite activité de traiteur avec sa mère, elle est impliquée dans plusieurs associations locales. Et Dana, l'année prochaine, elle doit renouveler son permis de résidence et elle est très inquiète parce que pour elle, c'est inenvisageable de retourner en Syrie. Même si elle le dit, elle aimerait un jour se rendre en visite dans son pays natal, mais pas y vivre. Et du coup, pour elle, elle nous disait qu'aujourd'hui, c'était impossible de se sentir pleinement syrienne ou pleinement danoise. Elle se sent un peu rejetée par les 2 pays. Et à cause de ça, elle ne se voit pas rester sur le long terme au Danemark. Et ce qu'elle nous décrivait, c'est un sentiment d'instabilité dont plusieurs personnes nous ont parlé. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur à vivre pour les réfugiés parce que c'est une population qui a déjà connu l'expérience de tout quitter dans son pays pour tout reconstruire. Et donc, en fait, ils ont un grand besoin de stabilité. Et puis, il y en a d'autres aussi qui trouvent injuste que ces conditions d'accès au permis de séjour soient si difficiles. On en a par exemple parlé avec Agob Yacoub, qui est un autre réfugié syrien. Lui, il se disait un petit peu découragé face aux conditions qui sont posées pour obtenir le permis de résidence permanente. Il les a vus se durcir d'année après année. En fait, quand il est arrivé il y a une dizaine d'années, le temps passé à faire des études était pris en compte comme de la présence au Danemark. Et aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Il faut avoir travaillé au moins 3 ans et demi après la fin de ses études pour pouvoir y prétendre, en plus de d'autres critères, notamment la langue, des conditions de revenus, etc. Et du coup, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont l'impression qu'elles ne pourront jamais accéder à cette résidence permanente et à une véritable stabilité dans le pays. Et puis, par ailleurs, une dernière chose, ça finit par poser aussi un problème démocratique parce que si on n'obtient pas la résidence permanente, on ne peut pas avoir accès à la nationalité danoise et donc un jour voter. Et donc, en fait, au Danemark, de plus en plus de personnes se retrouvent à vivre, travailler, payer leurs impôts sans jamais avoir accès à un choix politique dans la politique du pays, quoi. Alors justement, vous parlez de la vie démocratique du Danemark. Il y a justement eu des élections législatives, c'était fin mars. Est-ce que ça va changer quelque chose à cette politique migratoire ?
Alors non, probablement pas, hein. La première ministre qui est social-démocrate, Mette Frederiksen, elle est en poste depuis 2019. Elle est de nouveau arrivée en tête des élections, mais avec un parti très affaibli. Il va donc falloir qu'elle fasse des alliances pour créer une majorité pour gouverner. Et ça va sans doute aller plutôt dans le sens d'un durcissement de la politique migratoire. Et puis dans le même temps, il y a le Parti du peuple danois, qui est un parti d'extrême droite. Lui augmente à chaque vote le nombre de ses électeurs, et ils font très régulièrement des sorties ouvertement xénophobes et anti-migrants, et avec ces sorties, en fait, ils poussent le débat politique vers des idées toujours plus radicales contre l'immigration. Alors après, c'est aussi à nuancer parce que plusieurs ONG, notamment le Danish Refugee Council et l'ONG Refugees Welcome, nous ont indiqué que dans les faits, ça relève beaucoup de la posture. Dans les faits, la grande majorité des réfugiés voient leur titre de séjour renouvelé dans le pays. Et puis par ailleurs, le Danemark est tenu par la Convention européenne des droits de l'homme à ne pas bafouer certains droits humains, bien sûr. Mais malgré tout, cela contribue à créer un climat très anxiogène et de tension pour les étrangers dans le pays, avec pour but inavoué de décourager d'autres étrangers de venir s'installer et éventuellement demander l'asile dans le pays. Non, pour le moment,